Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je suis ravi d'être là, un peu impressionné par le parterre que j'ai devant moi. Alors là, ça va pas durer très longtemps, je vous rassure. J'en ai pour 10-15 minutes. C'est la page de pub de la journée. Je vais rapprocher le micro pour l'assistance ayant dépassé. Je ne parlais que pour François. Donc je suis effectivement vice-président de la FCPN, la Fédération Connaître et Protéger la Nature. Alors je ne vais pas beaucoup en parler parce que déjà Ronan en a parlé ce matin et Amélie en parlera en fin de journée. Vous voyez qu'on a quand même bien investi ce colloque. Voilà. La FCPN, c'est une fédération qui, depuis un peu plus de 30 ans, maintient un réseau de clubs nature où on fait des activités aussi invraisemblables que creuser des mares ou installer des nichoirs avec des enfants. Voilà. On accompagne des animateurs nature, qu'ils soient professionnels ou bénévoles sur le territoire, pour diffuser une culture de la nature, faire en sorte que les enfants pratiquent cette nature, arrivent à nommer les choses, arrivent à mieux comprendre le monde qui les entoure. Et on a cette vocation depuis longtemps. Et le mot nature, pour nous, ne nous est pas étranger, parce que nous l'avions au début et nous ne l'avons jamais lâché. Alors on parlait d'évolution tout à l'heure, de nature, d'environnement, d'éco-citoyenneté, de développement durable. Voilà, nous, on est bêtement restés depuis le dernier millénaire sur le thème de nature. Alors il y a 2 ans, on s'est posé la question au niveau de notre fédération de pouvoir élargir notre public. Comment faire ? On trouve encore des gens aujourd'hui motivés, qui ont le temps et qui s'investissent pour créer des clubs nature et animer des clubs nature qui sont un outil absolument fabuleux de connaissances, de partage, d'échange. Mais c'est vrai que ça demande du temps, ça demande un certain engagement. Voilà, donc on continue de maintenir ce réseau de clubs qui a plus de 400 clubs aujourd'hui en France et aussi plus d'une centaine de clubs sur les territoires francophones africains, principalement sur l'Afrique de l'Ouest. Alors dans notre réflexion, on s'adresse nous aux éducateurs, comme je vous disais, qu'ils soient professionnels ou bénévoles. On leur apporte les connaissances pédagogiques et naturalistes dont ils ont besoin. On s'est dit qu'il y avait un grand panel d'éducateurs en France auxquels on s'adressait peut-être peu. C'était les parents, qui sont peut-être les premiers éducateurs, puis qui ont l'avantage d'être répartis un petit peu partout. Et on s'est posé la question sur comment pouvoir s'adresser aux familles. Alors, cette slide avait pour vocation de remercier Connected by Nature de cette invitation et de l'organisation de ce festival. Le nom de cette jeune association est bien trouvé. En fait, il surfe sur une vague marketing parce que le terme de connexion à la nature aujourd'hui est malheureusement très en vogue. Il y a quelques années, on se demandait comment on allait amener de la culture naturaliste aux gens. Aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est comment on va faire pour que les gens ils aillent dans la nature. Et tout naturellement, on parle de connexion à la nature. Alors en ce moment, on est en train, avec quelques collègues, on a dans la salle, de traiter les dossiers de la Fondation Nature et Découverte, qui a la bonté de donner des sous à des petites associations. Le terme de connexion à la nature, de reconnecter à la nature, il est dans la plupart des dossiers. C'est vraiment un terme en vogue. Alors c'est rigolo parce que on fait de la psychologie beaucoup aujourd'hui, donc moi je vais m'inscrire dans la liste des vrais pseudo-psychologues, parce qu'il y en avait peut-être des vrais ce matin, mais alors moi je m'inscris vraiment clairement dans les pseudo-psychologues, donc je vous propose de faire un petit cours de psychologie de 2016. L'être humain, c'est un être de connexion. Nous sommes connectés. Nous sommes connectés entre nous, cette journée le prouve. Nous sommes connectés au monde, nous sommes connectés aux autres. Mais pourquoi ? Alors, j'ai une slide qui va l'expliquer. Nous avons des besoins fondamentaux. Maslow l'a démontré il y a bien longtemps déjà. Nous avons des besoins vitaux.
Donc je vous présente la pyramide de Maslow remise à jour. Voilà, parce que forcément lui n'est plus là, donc on l'a remise à jour. Je vais citer un exemple rigolo. Avec les CPN, on fait des rencontres internationales tous les 2 ans. On groupe tous nos petits CPN sur un même lieu pour aller découvrir la nature locale. Et évidemment, au milieu, on installe un bar, parce que c'est quand même le meilleur endroit d'échange qui puisse exister. Et alors, il y a 2 nécessités vitales dans un bar aujourd'hui. C'est une prise de courant et une connexion Wi-Fi. Je m'inscris dans cette démarche. La première chose que j'ai faite ce matin en arrivant, c'est d'attendre que l'accueil de l'établissement ici ouvre pour récupérer le code Wi-Fi, pour brancher le Mac qui est derrière, pour vous présenter ce dont je vais vous parler. Voilà. Alors j'ai oublié la slide qui vient après. Mais l'idée, c'est de se dire comment, du coup, on arrive à ça, aujourd'hui, avec le public auquel on s'adresse, c'est-à-dire une famille dans la nature. Ce qui est notre premier objectif. Évidemment, notre objectif, c'est pas d'amener la culture naturaliste à des gens dans leur salon, à des gens dans leur bureau, ou à des gens dans leur voiture. Ce qui nous intéresse, c'est effectivement d'avoir des gens dans la nature. Alors ça passe effectivement peut-être par le biais de les reconnecter. Bon, s'il faut faire ça, on va le faire. Et on va les aider à le faire. Je vous parlais des clubs tout à l'heure. La démarche de la FCPN, ça n'a pas été, par choix, une démarche d'organiser des sorties nature, d'accueillir du public, mais de rendre les gens acteurs d'une démarche personnelle, de sortir, de s'instruire. Bon, alors nous voilà avec un public cible et un objectif. Comme je le montrais tout à l'heure, on est en face d'un paradoxe. Les gens sont aujourd'hui un petit peu plus connectés à des écrans qu'à quelque chose de végétal ou animal. On passe plus de 70% de notre temps sous le toit d'une maison, d'un bureau ou d'une voiture. Plus de 75% de la population actuelle française vit en ville. Voilà, les chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Bon, alors d'un côté, on veut emmener les gens dans la nature, et puis de l'autre côté, on a des gens qui veulent du Wi-Fi. Alors j'ai entendu plein de choses ce matin qui ne m'ont pas fait bondir, j'abonde dans ce sens-là, mais j'ai même entendu des phrases comme quoi le numérique n'allait pas nous sauver. On peut peut-être s'en servir. Acceptons le fait qu'on puisse s'en servir. Certains analystes aujourd'hui disent que dans l'histoire de l'humanité, donc je me réinscris, vous savez, avec mon badge pseudo-psychologue, il y a eu des grands événements, il y en a eu un, notamment c'est la création de l'écriture et de l'imprimerie. Et la deuxième révolution qu'il y a eu, c'est l'Internet. Alors ça choque un peu parce que dans cette salle, moi-même, et beaucoup de gens sont nés avant l'Internet. Donc je crois qu'il faut aussi l'accepter, déjà, que c'est une révolution. Et on peut voir l'Internet non pas comme une façon de vivre, mais comme un média. Personne aujourd'hui n'est scandalisé par tous ces ouvrages papier qui sont sur la table là-bas. Personne n'est scandalisé par le fait que de l'information passe sur un journal papier. Je fais partie des gens aujourd'hui qui ne sont pas scandalisés par le fait que l'information passe par un écran, qui est un autre média que par le papier, qui n'est pas une façon de vivre, qui est juste un média. Et ce média, la majeure partie de la population aujourd'hui est à l'aise avec, est connectée dessus. Donc on s'est dit, tentons de l'utiliser. Ce qui en a découlé, natureenfamille.org. Natureenfamille.org, c'est notre outil pour connecter les gens à la nature. Je vois des sourires. Voilà. Natureenfamille.org, c'est une plateforme qui a vocation de diffuser du contenu qui incite les gens à aller dans la nature et qui les incite à le faire en famille. C'est écrit. Donc, on a tenté de transformer un risque numérique en opportunité. On a passé ces derniers mois à développer une plateforme avec des professionnels du numérique, on ne s'est pas aventuré tout seul là-dedans, une plateforme internet que je pourrais vous présenter lors de la pause tout à l'heure là-bas. On a sorti un petit flyers
en coupant des arbres, mais gérer avec de l'encre végétale, tout ça. Bien, on a fait ça bien. Voilà, je pourrais vous la démontrer, je ne vais pas vous l'exposer ici complètement. Cette plateforme a vocation de pouvoir réunir un réseau, une communauté de familles, que des familles aient un sentiment d'appartenance à un mouvement, ce qu'on fait depuis des années. C'est aussi le sens du mouvement associatif. Et puis sur cette plateforme, elles vont pouvoir trouver du contenu naturaliste, pédagogique, qui ne s'utilise pas à la maison. Dans nos réflexions, on essaie de ne pas tomber dans la déviance de l'appli nature qui permet d'observer les animaux sur son iPad. Voilà, c'est pas le but. Alors on peut regarder une fiche amie sur un iPad, mais à la maison ça ne sert pas à grand chose, donc il vaut mieux emmener l'iPad dehors. Pardon, la tablette numérique, pas de pub. Mais on peut aussi l'imprimer. Et j'ai fini. Voilà. On va aussi trouver un géoportail qui va permettre aux familles de pouvoir échanger entre elles des lieux de nature, de conseiller à d'autres familles des lieux qu'elles pratiquent et qu'elles conseillent pour une sortie, des événements. Alors des événements, ça peut être un festival comme aujourd'hui, mais ça peut être aussi l'organisation d'un pique-nique dans la nature entre les familles du coin. Ça peut être une sortie nature entre familles. On va trouver de l'actualité nature. On va essayer de faire vivre des partenariats grâce à ce portail-là. Voilà. Je suis très sollicité en même temps. Ouais, tu étais connecté. Voilà. Donc, c'est une aventure qui s'appelle Nature en famille, qui est portée par la Fédération des clubs CPN. La plateforme est en ligne depuis cette semaine, sera opérationnelle la semaine prochaine. Ça, c'est les joies de l'informatique. Et bien entendu, je reste à votre disposition à la pause pour vous présenter ce programme et puis pour répondre à toutes vos questions. Merci, Quentin. J'ai une question provocatrice. Ah ouais, j'adore. Ouais. Parce que, bon, bien sûr, il faut faire connaître la nature, je suis entièrement d'accord là-dessus. Mais j'ai quand même le sentiment que aimer la nature, enfin, on ne peut pas dire à quelqu'un « aime la nature ». Si je vous dis « soyez amoureux », ça ne va pas marcher. Hein. Voilà, on est amoureux, on ne l'est pas. Ça dépend. Vis-à-vis de la nature. Ça dépend? Ah ça bon? dépend avec qui. Ah, ça dépend dans quelle émission de télé, bien sûr. Voilà. Mais aimer la nature, je pense que ça vient de soi. De dire aux gens aimer la nature, ça ne marche pas en général. Soit ils sont intéressés, on peut évidemment communiquer, que ce soit à l'école, que ce soit dans des bibliothèques, etc., sur la nature et sur ce que ça représente par rapport à notre bien-être, hein, parce que des études ont été faites, par exemple, dans des prisons, sur la relation des gens qui sont en prison avec la nature, et on s'est aperçu qu'un tout petit peu de nature en prison faisait baisser la violence de 50%. Voilà, sur des gens qui n'avaient rien à fiche au départ de la nature, mais qui avaient quand même une relation. Il y a des films bien connus sur ce thème-là. Mais j'ai le sentiment quand même que on ne peut pas forcer les gens, c'est un peu l'histoire de la double contrainte, quoi. Si je te dis sois spontané, tu ne vas plus pouvoir l'être puisque je te donne l'ordre. Voilà, pour la nature, c'est un peu pareil. Je pense qu'il faut que ça vienne de soi. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Et vu que tu parles d'amour, l'amour, c'est difficilement définissable. Je crois que tu ne peux pas aimer réellement quelque chose que tu ne connais pas. Ça, c'est pas vrai. Mais j'ai pas fini. Alors évidemment, au premier stade de l'amour, je prends ma casquette de pseudo-chimiste. Tu as des échanges émotionnels et chimiques dans ton corps qui te permettent d'aimer. Ce qui se passe dans n'importe quel couple. Un couple ne reste pas sur ce sujet-là 40 ans. Après, ça se transforme, de par la connaissance. Et il y a des phéromones, on est d'accord. Voilà, on est d'accord. Donc effectivement, on ne peut pas aimer quelque chose, on ne peut pas accepter quelque chose sans le connaître. Et tout passe, pour moi, par l'éducation. C'est la vocation de notre mouvement. Je vais prendre bientôt ma petite casquette du lapin avec l'horloge. Ouais. Non, il faudrait quand même que la salle puisse poser quelques questions. Hein. Alors 2, mais pas plus. Monsieur, parce qu'il n'a pas eu l'occasion de parler tout à l'heure. Ouais. Oui, mais juste sur ce qui vient d'être dit, aller dans la nature, je voulais signaler un phénomène quand même sociologique important. J'ai lu un livre qui s'appelle Off the Grid, ça traite d'Amérique du Nord. En Amérique du Nord, en ce moment, il y a en 3 ans, le nombre de personnes qui ont choisi d'absolument tout couper, quelques liens que ce soit
avec le monde industriel. C'est passé en 3 ans de 300 000 foyers à 500 000 foyers. Il y a en français un livre là-dessus, c'est Eric Valli, Rencontre hors du temps, et il y a un film, Lynx, une femme hors du temps. Ce sont des gens qui ont choisi un tel bouleversement qu'ils vivent actuellement dans un style paléolithique. C'est-à-dire qu'ils n'achètent absolument plus rien dans le monde industriel parce qu'ils adorent la nature et ils vivent dans et de la nature. Et par exemple, la femme la plus célèbre qui se fait appeler Lynx, c'était une punk à 18 ans à Amsterdam. Elle avait peur de tomber dans le suicide ou des addictions graves. Elle est partie dans les montagnes rocheuses et ça fait maintenant 25 ans. Elle est devenue experte en vie dans la nature et comme elle refuse d'acheter ne serait-ce qu'un couteau, elle a réappris les gestes d'il y a 5000 ou 10 000 ans. Donc elle fait tout en pierre. Tous ces tranchants sont en pierre. Ce que je veux dire par là, c'est que le 10% de l'électronique aux États-Unis actuellement, c'est la consommation d'électricité. Enfin, 10% de l'électricité est nécessaire pour tous les gadgets électroniques. Et donc, faire de la pub pour encore plus d'utilisation de l'électronique, l'électricité, elle vient d'où? Comment on fait de l'électricité? Et les carburants, les fossiles, etc. Donc il y a une espèce de contradiction entre promouvoir encore et encore et encore des nouveaux gadgets électroniques et prétendre qu'on va protéger la nature et avoir gadgetisé la petite balade dans la nature alors qu'après on va retourner en ville pour avoir un boulot infâme, pour avoir une profession qui va détruire la nature. Donc on se pardonne de détruire la nature parce que le dimanche après-midi, on va faire grâce à Internet une petite balade dans la nature. Moi j'ai des doutes, je préfère les bouleversements de mode de vie. Intégralement, on s'organise pour ne plus être un pollueur de l'ensemble des écosystèmes. Alors, c'est pas une question, mais en effet, il y a des Je dis simplement c'est juste que tout ce qui est tablette, téléphone portable, c'est totalement antinomique avec la nature, puisqu'on emmène son cancer avec soi, sur soi en permanence. Et à chaque fois, on ne tient pas compte du bilan environnemental qu'ont ces appareils après leur durée de vie. Alors, juste François, il voulait dire un mot, et après je passe la parole aux intervenants. Oui, je suis un peu gêné parce que je pense que monsieur n'a pas exactement perçu l'objectif de ça, parce que s'il parle de gadgets électroniques, on va le prendre mal. Par contre, ok, sur les expériences un peu extrêmes, de retour à la nature véritable, mais est-ce un modèle? Est-ce qu'on a là un modèle de société? J'en suis pas complètement certain. En revanche, j'ai bien en souvenir, j'avais assisté en 2005 à la conférence à l'UNESCO sur l'état de la biodiversité dans le monde, où un parterre de scientifiques est venu expliquer la situation pendant 4 jours à des élus. J'ai bien gardé en souvenir ce qu'ils ont dit dans la dernière demi-heure de ces 4 jours. Tous ont dit ce que vous avez dit ce matin. Mais ils ont dit, si on ne passe pas par une éducation massive des populations, nos solutions techniques, elles seront vaines. Nos décisions législatives, personne ne les appliquera. Et les hommes politiques, tant qu'ils n'auront pas, comment on appelle les deux machins qui pendent chez les hommes? Ah oui, ce que je veux dire. Tant qu'on n'aura pas des décisions courageuses, ça ne changera rien. Or, si on veut sauver, alors évidemment, non pas nos vies à nous, mais si on veut, je me réfère à ce que vous avez dit ce matin, continuer à avoir sur Terre une nature acceptable et viable, en effet, il faut passer par des programmes éducatifs. Et aujourd'hui, c'est un peu mon travail, je vous assure, je ne croyais pas au départ, j'ai interrogé des collègues pour vérifier que c'était vrai. Ils m'ont attesté aujourd'hui, quand on emmène des enfants dans une forêt, et qu'un petit garçon a envie de faire pipi, et qu'on lui dit, bah, tu vas faire pipi derrière là, il ouvre des grands yeux comme ça et il dit, faire pipi dehors? Eh bien, voyez-vous, c'est symptomatique ça.
Et cet effet de déconnexion dont Quentin parle, il nécessite des programmes puissants. La famille a été identifiée comme un lieu éducatif majeur, mais aujourd'hui, les parents, qui sont d'accord pour emmener leurs enfants dans la nature, mais ils disent « Ben oui, mais moi j'y connais rien, je ne sais pas ce que je vais leur faire faire. » En premier temps, on leur répond « Rien, mettez-les dehors. » Je vous invite à lire le livre de François Cardinal, un médecin québécois dont le titre est Perdu sans la nature. Il dit, pour résumer son ouvrage, quand j'étais petit et que j'avais fini mes devoirs, j'allais voir mes parents en disant j'ai fini mes devoirs. Ils me disaient va jouer. Et ils disaient j'allais jouer dehors. Aujourd'hui, quand mes enfants ont fini leurs devoirs, ils viennent me voir, j'ai fini mes devoirs, je leur réponds va jouer. Les enfants vont jouer sur leur console. Et ils s'interrogent et ils disent les enfants de mes enfants sauront-ils jouer? Et sauront-ils ce que c'est que le dehors? Et aujourd'hui en France, je peux vous assurer qu'il y a un mouvement général qui frémit, qui dit remettons les enfants dehors. Remettons les enfants dehors. Les enfants ne savent plus jouer, n'ont plus de contact. Et à l'inverse, contrairement aux... Désolé si je vous heurte, mais contrairement au constat un peu pessimiste que j'entends depuis ce matin, aujourd'hui il y a un grand nombre d'études qui sortent pour montrer l'inverse, que la nature nous fait du bien. La nature est source de plaisir, la nature est synonyme de bonne santé, de bien-être au travail, de meilleure guérison dans les hôpitaux, etc., etc., etc. Alors nous, en tant que CPN, on prend plutôt ces thèses-là, voyez-vous, et on dit, il faut en urgence remettre les enfants dehors et les reconnecter à la nature. Et comment on fait? Voilà la question que nous nous posons quotidiennement. Quentin apporte une réponse, il faut donner des outils aux parents. Aujourd'hui, on n'échappe pas aux techniques modernes, ou alors aller vivre dans une grotte, si ça vous convient, très bien, mais nous, on a plutôt une vision de la société, sur l'ensemble de la société, et les outils modernes, on va les utiliser. Et en effet, un mail, ça a un impact carbone, en effet, tout ce que vous avez dit est vrai, on va faire avec. Et on espère que le bénéfice sera réel, parce que là, on a besoin de remettre les jeunes générations dans la nature.